Madame, Messieurs, bonsoir. Nous ne recevrons pas aujourd'hui un psychiatre ni le directeur au niveau du ministère de la Santé qui est chargé justement de toutes les maladies mentales. Nous n'allons pas les recevoir, mais nous allons évoquer deux chiffres, 541 et 34. 34, ce sont les centres conventionnels qui s'occupent de maladies mentales en Côte d'Ivoire, et 541, ce sont tous ces centres non conventionnels, y compris des centres de prière qui parlent de maladies mentales. Vous allez le comprendre, en Afrique, la maladie mentale est associée soit à des pratiques paranormales ou bien sûr à la spiritualité. C'est tout dire. Merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir Christelle. Bonsoir André, bonsoir chez vous, j'espère que vous allez bien. Effectivement, la maladie mentale est pratiquement au cœur de cette émission. On démarre avec une situation assez triste. Et je voudrais saluer tous ceux qui sont là ce soir. Armand, bonsoir. Bonsoir Christelle. Daouda. Bonsoir Christelle. Alain Toussaint, bonsoir. Edith. Bonsoir Christelle. Bonsoir André. Bonsoir les amis. Bonsoir. Merci de le saluer quand même. Oui, parce qu'ils m'ont totalement ignoré. Tu n'as pas salué non plus. Hein. Oui, c'est vrai que j'attendais que vous me le fassiez. Merci d'être avec nous, d'être toujours fidèles. C'est vrai, désolé, nous démarrons avec 10 petites minutes de retard. Ces 10 minutes, c'est vrai qu'on aurait pu mettre à profit pour évoquer les choses de la nation. C'est de cela qui sera question juste après cette courte pause. Crime crapuleux ou drame familial, la question se pose, puisque du côté de Yopougon, on l'a appris donc en ce début de semaine, 2 femmes ont été tuées, assassinées. Serait-ce donc un problème né au cœur de la famille ou un crime crapuleux? Mais en tous les cas, ces faits divers intéressent à un plus haut point nos amis sur ce plateau. Exactement, André. Justement, nous parlons des 2 sœurs, des défuntes Jo Martine et Dewa Bertine, voilà, 53 ans et 59 ans, respectivement agents des douanes au port autonome d'Abidjan, et l'autre ménagère, qui ont été retrouvées sans vie, mortes. Elles auraient été assassinées par le fils du défunt mari de Jo Martine, qui serait malade. Donc malade mental, qui aurait des troubles mentaux et peut-être addict à la drogue. Voilà donc un peu la thématique de ce soir. Vous l'évoquiez, André, justement, à l'entame de ce programme. Alain Toussaint, vous pensez que là, nous sommes dans une situation de crime banal, ou, enfin, c'est vrai que c'est grave, mais ou dans un drame familial qui s'est noué dans la commune de Yopougon? Oui, déjà, c'est une triste histoire. Un enfant qui donne la mort à 2 personnes que je peux considérer comme étant ses parents. Ouais. Voilà, ses mamans. Et forcément, cela amène un certain nombre d'interrogations. On parle de son état mental, quelles sont les circonstances de ce drame. Voilà, il y a quand même beaucoup d'interrogations et j'espère qu'on va évoquer cela au cours de cette émission. Edith, justement, comment est-ce que vous avez reçu déjà cette information et comment vous l'analysez, Edith? Bon, déjà, quand j'ai vu la photo donc, de ce jeune homme de 17 ans circuler, donc l'avis de recherche et ensuite tout ce qui a suivi, j'avoue, j'ai été vraiment interpellée en fait, parce que c'est un enfant. C'est vrai qu'il a 17 ans, mais c'est un enfant. Et au regard des témoignages donc, reçus dans cette sordide histoire de meurtre, il se trouve que des témoignages, on avait l'impression que ce jeune homme, cet enfant, souffrait de crises d'adolescence, mais il avait des sauts d'humeur subis. Il était également empreint de réactions très impulsives auprès de ses parents. Donc, on pourrait penser que tout ceci aurait pu découler, en tout cas, à ce meurtre effroyable dont étaient victimes ces 2 dames. Donc, il y avait certainement déjà, au regard des témoignages, des antécédents de violence de la part de ce jeune homme de 17 ans. Herman, un crime comme celui-là, pour vous, est le signe de quoi de notre société? Vous avez vêtement dit comment vous avez reçu cela, mais c'est le signe de quoi? Comment vous l'interprétez? Mais la dernière fois, tout récemment, il y a eu
cet instituteur qui tue, qui assassine, qui égorge même carrément sa collègue avec son bébé dans le ventre, avec son enfant. Et quand on voit, c'est à peu près similaire, même si l'autre, c'est un enfant, parce qu'elle a 17 ans. Mais en même temps, je pense qu'aujourd'hui, on parle souvent des nouvelles formes de drogue qu'on a dans la société. Aujourd'hui, ce n'est plus la drogue conventionnelle qu'on avait, c'est-à-dire la cocaïne, l'héroïne et autres. Là. On a parlé ici plusieurs fois de Kadhafi, cette substance-là mélangée avec l'alcool, une mixture d'une boisson alcoolisée avec des comprimés qu'on trouve partout. Donc, je veux dire que c'est cette société-là. Moi, je pense que la question de la prise en charge de ces genres de mots-là, c'est-à-dire que quand il est addict, forcément, ça joue sur la santé mentale de l'individu et autres. C'est un enfant, je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont adresser cela, mais en même temps, moi je dis, hein, elle est agent de douane. Sa sœur, c'est vrai, est-ce qu'il n'y a pas eu complicité? Si c'est vraiment que c'est lui, est-ce qu'il n'y a pas eu de complicité? Parce que quand même, c'est un enfant de 17 ans qui réussit à tuer, même si on dit qu'ils sont endormis, il peut arriver que ça peut être un peu bizarre. Daouda, est-ce que vous partagez justement le même scepticisme qu'Herman? Il dit que c'est un enfant de 17 ans, ça peut être bizarre. L'une des défuntes est agent de douane. Est-ce que vous pensez il faut regarder plus loin? Est-ce qu'il y a des zones d'ombre dans avant tout propos, je tenais à m'incliner sur la mémoire des deux personnes qui sont décédées et partager la douleur de la famille et pleurer. Mais effectivement, pour moi, il y a des questions qui peuvent se poser sur le sujet. Puisque pour avoir contacté des sources sécuritaires sur la question, eux, ils estiment qu'il faut pousser l'enquête pour aller un peu plus loin. Parce que pouvoir immoler deux personnes dans une maison, de façon, vous le disiez tantôt, c'est un enfant de 17 ans, c'est quand même assez difficile. Imaginez un peu même, ne serait-ce même que, prenons une bête. Mais s'il est sous l'emprise de la drogue, Daouda. Justement, c'est ce que je dis. Ouais. Mais même le fait seul, au moins, le voisinage aurait pu entendre quelque chose. Parce que dans l'article, on n'a pas tout ça. Personne n'a entendu des cris. J'estime pour ma part que, j'espère que nos fins limiers vont pouvoir aller plus loin pour savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. C'est vrai que l'enfant aujourd'hui, il est mentalement atteint, mais en plus de ça, Herman le disait, il y a la question de la drogue qui sévit dans notre société aujourd'hui. Voilà, contre lui. Toutes les charges, quand on regarde d'un point de façon factuelle, tout est lui, mais j'estime qu'il faut aller un peu plus loin que ça. 3 points qui sont donnés là, Alain Toussaint. La question donc des zones d'ombre, la question de la drogue, la question de la santé mentale. Est-ce que là, on est face à une sorte de cocktail qui est en train de se jouer dans nos grandes villes, en milieu urbain? Oui, forcément, d'autant que la question de la drogue n'est pas toujours gérée comme il le faudrait par les autorités en charge de la santé publique. Il s'agit d'un adolescent, on l'a dit, qui était déjà un consommateur de drogue, donc qui vit en milieu familial. Et les membres de la famille ont pu être évidemment exposés à ces accès de folie. Moi, je m'interroge effectivement comment, à 17 ans, on peut réussir, entre guillemets, ou commettre un crime voilà, sur deux personnes, un double crime, voilà, sans que l'une ou l'autre des victimes ait à réagir. Ce que je peux également regretter, c'est l'absence d'informations officielles, d'éléments d'information des services de police, parce qu'il ne faut pas non plus créer de la psychose. On l'a vu il y a 2 semaines avec ce qui s'est passé dans l'ouest du pays, avec cette institutrice qui a été assassinée, son fils et le bébé ont trouvé la mort. Et voilà encore un autre drame de la drogue, on parle encore de folie. Oui. Donc comment ces questions sont gérées? Voilà, il ne faut pas non plus que des personnes qui sont de vrais dangers soient en contact avec des personnes qui sont parfois fragiles, notamment dans les milieux scolaires et autres, et même dans le milieu familial. Parce que cet enfant, apparemment, il avait déjà des antécédents. Et je pense qu'il serait vraiment important que les autorités qui sont en charge de cette enquête-là nous apportent quelques éclairages pour comprendre. Maintenant, je n'ai pas entendu parler qu'il y avait eu un médecin légiste ou la médecine légale qui serait entrée en œuvre sur ce dossier, mais on devrait savoir d'abord
dans quelles conditions ces personnes ont été assassinées. Est-ce qu'elles ont d'abord été droguées? Et l'enfant lui-même, même s'il est présumé être un consommateur de drogue, mais est-ce qu'au moment de la commission des faits, il était dans un état de personnes ayant consommé de la drogue, etc. Et puis, il y a aussi un témoin capital, celui qui découvre le fils qui découvre les victimes. Donc, il y a encore beaucoup d'enquêtes, sans doute qui ne sont pas mises sur la place publique pour des raisons liées à l'enquête, mais je pense qu'il serait bon que des informations puissent être données au public, ne serait-ce que pour mieux comprendre quand même ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, et effectivement où le problème de la santé mentale est une question importante qu'il conviendrait d'aborder, d'adresser le plus rapidement possible. Alors justement, Edith, sur le problème de la santé mentale, dans cette histoire, la responsabilité des familles aussi n'est-elle pas importante? Quand on constate qu'un enfant commence à avoir des troubles, il n'est pas pas qu'il est déjà tué, mais il a des antécédents. Que devraient faire les familles? Et avons-nous justement des structures d'accueil capables de réguler la question en Côte d'Ivoire, Edith? Oui, surtout dans ce cas, il y avait déjà plusieurs signes avant-coureurs. Dans les témoignages, il est précisé que ce jeune homme hurlait et vociférait à longueur de journée sur ses parentes. Il avait même menacé également sa mère, donc sa mère adoptive, à plusieurs reprises. Donc il y avait déjà des antécédents de violence. Et la communauté, en tout cas, le savait. Maintenant, la question de la prise en charge, qui est assez délicate aussi pour les familles, parce qu'on parle d'un jeune qui, malheureusement, était sous l'emprise de l'addiction à la drogue. Et dans ce genre de cas, quand vous êtes sous emprise et quand vous avez besoin de prendre votre dose, vous êtes dans un état de folie, de violence. Mais je veux dire, à la limite, c'est difficile de vous maîtriser, en fait, dans ce genre de cas. Donc, la prise en charge, malheureusement, n'a pas été faite. Justement. Et pour les parents également, c'est clair que ce n'est pas évident parce que ça a un coût aussi, la prise en charge. Quand vous dites ça, Edith, c'est très intéressant, mais est-ce que justement vous n'êtes pas en train de nous dire que ce genre de crime, ça met en évidence cette faiblesse de notre société, la faiblesse structurelle de notre système de prise en charge? Totalement. On parle par exemple de la notion de psychologue et de la notion de psychiatre. Avant d'arriver chez un psychiatre, en général, les psychiatres, ce sont des fonctionnaires. Le psychologue, ce n'est pas un fonctionnaire, c'est une profession libérale, mais c'est la partie généraliste, on va dire, de la prise en charge de la santé mentale. Quelqu'un qui vous écoute, qui essaie de diagnostiquer si vous souffrez de dépression ou d'autres pathologies. Mais pour nos populations qui ont déjà des difficultés, déjà de vie chère, même de prise en charge, même de santé, on va dire, en général, pouvoir prendre en charge ces cas, ce n'est pas évident. En général, ce sont des sujets qui sont carrément tabous également. Justement, est-ce qu'on en parle? Est-ce que on n'en parle pas suffisamment? C'est des choses communes. On ne parle pas suffisamment. Alors que, par exemple, il y a la Croix-Bleue qui existe. Et la Croix-Bleue, c'est un organisme, une ONG, dont l'objectif est de prendre en charge les cas d'addiction. Et le coût, normalement, c'est 5 000 francs. En tout cas, j'ai eu à échanger avec le docteur Nour Bakayoko, qui est psychologue. Et on a un centre de prise en charge de ce type qui existe en Côte d'Ivoire. Et l'autre centre qui existe, qui est à Grand Bassam, qui est le centre de prise en charge des addictions, mais le coût est beaucoup plus élevé. Par exemple, on se retrouve à près de 700 000 francs par mois pour la prise en charge des addictions. Donc, ce n'est pas à portée des populations. Et forcément, pour des parents qui ont un enfant victime d'addiction, qu'est-ce qu'il peut faire? À part, comme elle a fait la défunte, demander à l'enfant de partir, l'expulser de la maison, mais forcément, à un moment donné, il va revenir et encore plus violent. Donc, la prise en charge est une véritable difficulté pour nos populations. Très bien. Herman, oui. Les pathologies, on peut les repérer. Aujourd'hui, ces gens-là, ces adolescents ou ces enfants qui font ça, ou bien ces personnes adultes qui présentent là, ne sont plus au stade, moi je pense, d'une juste santé mentale. Leur santé mentale est un peu plus évoluée. Je pense qu'on peut les prendre un peu comme des fous. Parce que c'est vrai, aujourd'hui c'est vrai que dans nos sociétés on a tendance à accepter les fous, aujourd'hui on les voit partout. Ça. Or, on ne doit pas voir un fou qui constitue normalement un danger pour les populations. Donc si aujourd'hui la société nous habitue, puisqu'il n'y a pas de centre pour les accueillir en réalité, le seul centre psychiatrique qui est un peu au top, même si tu as cité les 34 centres conventionnels qu'il y a,
Ce qui est au top de tous ces 34, là, c'est le centre psychiatrique, l'hôpital psychiatrique de Béjavier. Mais allons-y, allez-y voir l'état de délabrement de cet hôpital. Donc c'est pour dire que je ne veux même plus parler des 33 autres centres qui sont à l'intérieur. En même temps, il a parlé des centres de prière. Hein, oui, les 741, c'est non conventionnel. Je ne vais pas parler de ce qui n'est pas conventionnel. C'est-à-dire que chez moi, la maison de quelqu'un, moi, ma maison peut être un centre non conventionnel. Mais pourtant, les familles envoient leurs enfants ou leurs parents qui sont souvent souffrants de ces pathologies. Quand on dit que c'est non conventionnel, ça veut dire que on ne peut pas dire que c'est un centre. Tout à fait, bien sûr. Les gens se débrouillent avec. Moi, je vais parler de ceux qui sont officiels, les 34 centres. Donc, moi, je pense que la question de la santé mentale, de la prise en charge psychiatrique même, parce que psychologique, c'est vrai, elle en a parlé, mais psychiatrique. Ces enfants-là qui sont arrivés à un état d'avancement, comment on appelle là, de démence, ils ne sont plus des personnes qui sont en dépression. C'est carrément des fous. Même en dépression, on les envoie au centre psychiatrique. Donc, quand ils arrivent à ce niveau-là, il faut les envoyer. Un enfant qui lorsqu'on le voit à la maison, il constitue un danger. Les gens ne le disent pas. Peut-être qu'il ne faisait pas seulement que hurler sur ses parents. Peut-être qu'il battait souvent des personnes. Donc, la folie commence par cela. S'il y avait des centres pour accueillir ceux-là, on n'allait pas. Pourquoi nous, on voit des fous un peu partout? Pour terminer notre tour de table, Daouda, aujourd'hui, on a parlé de tout ça, c'est-à-dire de la prise en charge des questions. Mais je veux avec vous qu'on revienne encore sur le côté enquête policière. Est-ce que, c'est le même sujet qu'on a posé la dernière fois pour l'éducation nationale, est-ce que notre administration policière est bien armée pour déterminer tous ces cas-là? Quelqu'un a parlé de police scientifique, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, on a les moyens, on est outillé pour déterminer justement est-ce que c'est un crime crapuleux ou c'est une folie, etc. Non, moi je pense que notre police est assez outillée pour démêler le vrai du faux dans cette histoire. Parce que à plusieurs reprises, il y a eu de nombreuses situations où ils ont démêlé le vrai du faux et ils l'ont expliqué à tout le monde. Mais là où je souhaiterais aller, quand on parlait de centres de désintoxication, des centres psychiatriques, moi je vais dire, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un drame. Mais à un moment donné, il faut pouvoir mettre les mains dans la cambouille. Quand on voit un enfant qui commence à devenir problématique à la maison, il faut prendre son courage à deux mains pour envoyer l'enfant quelque part, pour qu'on puisse le prendre en charge. Premier point, s'il vous plaît. Le premier point dont je parle, Daouda, c'est quelque part peuvent ne pas être adaptés. Justement, le quelque part dont je parle, parce que quand un enfant commence à devenir un peu trop dans sa crise d'adolescence, Dieu merci, il y a des centres de services civiques aujourd'hui qui sont créés, qui redressent des enfants. Non, ce n'est pas la solution. Non, je ne dis pas que c'est... Le redressement militaire n'est pas la solution. Non, je n'ai pas dit que c'est la solution, mais c'est l'une des solutions. Dans la mesure où on a vu des enfants qui étaient très récalcitrants à la maison. Lorsqu'ils sont sortis de ces centres-là, après, ils ont commencé à suivre le bon chemin. Pour moi, je vais dire le problème, avant même que l'enfant n'arrive au cas de démence. Non. Alors, premier signe... Il termine et puis on va réagir là-dessus. Je comprends ce que je dis. Premier signe annonciateur d'un enfant qui est turbulent, qui est dans tous les sens, c'est de le redresser très rapidement, le maintenir. Même à Yopougon, il y a un centre catholique qu'on appelle le centre Amigo Doumé, qui prend les enfants qui fument, qui consomment de la drogue, qui sont souvent même dans une situation très grave, mais ils prennent ces enfants en charge. Ils leur apprennent un métier. Mais il y a un rapport des parents à côté d'eux. Ce n'est pas comme s'ils sont abandonnés. Et donc, finalement, ça permet à ces enfants-là de s'en sortir. C'est ce que je dis. Alors, je ne dis pas que c'est la solution ultime, c'est une solution. Mais maintenant, Edith, de réagir. Moi, j'aimerais, et c'est important pour moi, qu'il faille distinguer des enfants qui sont en cas de délinquance, turbulents. Je ne vais même pas dire en cas d'hyperactivité, parce que ça aussi, c'est une pathologie mentale. Tout à fait. Mais ne pas mélanger ces cas d'enfants turbulents qui sont en conflit donc, avec l'autorité, avec les cas de démence, de dépression et d'autres pathologies liées à la psychiatrie. C'est très important, parce que souvent, on fait cet amalgame parce que c'est un sujet tabou. On met tout le monde, on met tous ces cas dans un fourre-tout. Même panier. On met tous ces cas dans un fourre-tout parce qu'on ne cherche pas à comprendre. On voit un enfant qui a un problème, on dit tout de suite il est turbulent. Je prends le cas, par exemple, du PPA, de l'ex-MACA. Voilà, de l'ex-MACA, par exemple. Pour la cellule, et je prends la cellule, le centre d'observation des mineurs, c'est aussi un peu le même type de traitement, on va dire pas militaire, mais traitement, on va dire de redressement, par exemple, pour ces enfants. Il n'y a pas de cellule psychologique. En fait, est-ce que tu as une idée du nombre de récidives
Pour ces enfants qui grandissent dans ces centres, par Madame exemple, Bleu, lorsqu'ils sortent. je comprends, moi je comprends. Je voulais juste faire le distinguo. Non, Partagez-vous la parole, je suis évidemment. d'accord avec ce que vous dites, mais moi je pars du principe que dès l'instant où vous parlez d'hyperactivité ou bien de conflit avec l'autorité, mais justement, tout commence par ça pour finalement aboutir à la consommation de drogue pour tomber finalement dans la démence. Donc, je pars du principe que dès l'instant qu'on voit que l'enfant, il y a une hyperactivité, il y a une crise avec l'autorité, il faut commencer à redresser son enfant de façon claire. Parce que ce qui arrive dans de nombreuses familles, je vais terminer. On va terminer là-dessus, vraiment. Ce qui arrive dans de nombreuses familles, c'est que généralement, l'enfant est chez nous, il fait des bêtises, il commence à consommer de la drogue, mais c'est nous-mêmes les parents qui cachons l'enfant. Alors, sur ce débat-là, sur ce débat, on l'a compris, hein, ce que vous étiez en train de dire, pour essayer de restituer, ça ramène évidemment au rôle de la puissance publique. Edith parlait donc des centres de service civique, elle n'y croit pas trop. Toussaint Alain, vous avez entendu tout ça. Entre le processus donc de dangerosité qui monte ou pas, est-ce que ce que l'État essaie de faire, centre de service civique ou centre conventionnel un peu plus important de prise en charge, comment vous jugez tout ça? Vous pensez qu'on gère bien la situation ou pas? Ou vous dites non, c'est catastrophique? Non, je pense qu'il ne faut pas faire de confusion. Les centres d'éducation civique ne sont pas des centres pour recueillir des fous manqués. Voilà, parce que être un jeune en situation... Non, Daouda, s'il vous plaît, sans vous couper, ce que Daouda a dit tout à l'heure, et qui me paraît aussi avoir du sens, c'est que quand un enfant rentre dans un processus de consommation de drogue, de délinquance plus de consommation de drogue, je pense que le fait qu'il se retrouve dans un centre de service physique, ça peut déjà être... Mais justement, c'est totalement différent. Avec votre permission, je pense qu'on fait un petit mélange. Tout diagnostic ou toute résolution de problème doit être fait par un spécialiste. C'est ça. Il faut que l'enfant soit vu par un spécialiste de la question. C'est ça. Et le spécialiste nous dira, non, cet enfant-là, pour lui, il faut l'envoyer peut-être en centre de service civique, ou il faut l'envoyer en centre psychiatrique, ou il faut une adresse assez psychologique particulière. On ne peut pas décider. C'est justement là où l'État, justement, doit prendre la responsabilité de pouvoir dire, on va galvauder ce genre de métier au niveau des populations, par exemple, dans les écoles, dans les administrations. Ça commence par une dépression. Vous pouvez parler à quelqu'un. Et quand la personne vous écoute, elle peut à ce moment-là vous dire « Je pense qu'on est en train de déborder avec cette personne-là. Il faut directement l'envoyer ici. » Mais il faut rappeler que... Mais ce sont des chemins totalement différents. Parce que, je veux dire, les centres d'éducation civique, je le dis encore, n'ont pas vocation à recueillir des fous en puissance. Encore faut-il qu'il y ait un diagnostic médical. Exactement. Auquel cas, ils ne seront pas adressés là-bas. Un enfant peut être turbulent et ne pas être voué à devenir un fou en puissance. Voilà, je veux dire, on peut avoir des enfants agités, toniques, non, on se comprend. En tout cas, moi, j'ai bien compris ce que vous avez dit. Il ne faut pas mélanger. Il y a ceux qui ont des problèmes psychiques, qui sont, comme on dit, qui peuvent avoir des comportements de démence, des accès de folie et autres. Cela constitue une catégorie. Et il y a des enfants, même consommateurs de drogue, qui ont une mauvaise vie sociale, etc., des mauvaises fréquentations, qui peuvent être récupérés par la société, qui peuvent être redressés, sans qu'ils aient à passer par un centre comme celui de Bingerville. Voilà, il ne faut pas mélanger les choses. Prenons le cas de ce jeune homme qui a eu à tuer 2 personnes, commettre un double meurtre. Enfin, qui aurait... Parce que là, il est élève en première. Oui. Ouais. Oui. Donc, je pars du principe que déjà, la consommation de drogue, en fait, accélère en fait, le processus de démence. Mais là, on n'a aucune information sur son dossier médical. Justement. Voilà, est-ce qu'il a été pris en charge? Ce que moi je dis, c'est qu'il y a un processus, Monsieur Alain. Oui, mais je ne pense pas. Il y a un processus. Je ne pense pas que... On n'est pas... Je sais qu'il y a des cas où on a des problèmes au niveau des neurones, mais le processus de démence, il y a un cheminement. Les consommateurs, excusez. On va permettre... Moi, je pense que ce que... Attendez. Alain termine et puis on va aider. Bon, je veux dire, celui qui consomme de la drogue n'est pas forcément quelqu'un qui devient fou. Non, ça c'est vrai. On est d'accord. Mais il pourrait le devenir, donc il vaut mieux le prendre en charge assez tôt. Il peut le devenir, il pourrait le devenir, mais celui qui consomme n'est pas un fou. Maintenant, ce jeune homme-là, ce qu'on n'a pas comme information, c'est son passif médical, son dossier médical. On n'en sait rien. On dit, bon, il est addict à la drogue, etc. Mais j'ai quand même vu qu'il est élève en première. Donc déjà, ça veut dire que ce n'est pas forcément
quelqu'un... On sait qu'il fait des troubles mentaux. Oui, exactement. Vous le Voilà, mais on ne peut pas généraliser. Soyons en fait. pour vous permettre Edith, vous finissez, Edith, et c'est des points très intéressants, mais Herman. rapidement pour rappeler la puissance publique, la présence aussi de la puissance Tout à fait. publique, on ne va pas l'oublier. C'est ça. Le ministère de la Santé a un programme donc, national de santé mentale qui existe depuis près de 3 ans et qui est dirigé par le professeur Kwa. Donc, ce sont des campagnes de sensibilisation qui sont menées sur le territoire. C'est vrai que ce sont des actions ponctuelles. On n'a pas forcément de cellules de prise en charge psychologique accessibles pour toutes les populations parce que c'est quand même un coût et tout. Mais il faut rappeler le travail extraordinaire aussi des ONG. Et en général, ce sont des ONG de lutte contre les violences basées sur le genre et des violences domestiques qui mènent ce travail de cellules psychologiques qu'elles mettent à disposition des populations gratuitement, que ce soit pour les femmes, les petits garçons, les petites filles victimes de violences domestiques, parce que la violence domestique entraîne également des problèmes de santé mentale qui, si à la longue ils ne sont pas traités, peuvent amener à ce type de situation. Herman, je veux qu'on remarque quelque chose. Tout se ramène au niveau du système éducatif. Le drame qu'il y a eu il y a 2 semaines à Mans, c'était dans le milieu éducatif. Oui. Ici encore, c'est un enfant de primaire. Elle parle, c'est vrai, ces centres-là existent, mais on peut déjà commencer à assister ces enfants-là dans les écoles, on en a parlé. Ces enfants, celui-là, peut-être qu'il a des signes qu'on ne perçoit pas. Ailleurs, quand un enfant vient, ils ont chacun des conseillers d'orientation et autres là, sont là, ils détectent à chaque fois, quand les enfants rentrent, pour voir si cet enfant il est triste aujourd'hui, qu'est-ce qui ne va pas, et on échange avec eux. Ne serait qu'échanger avec les enfants là, ça peut... Celui-là, il est addict à la drogue, certainement, aux substances-là. Mais il y a une bande, il y a tout cela. Donc moi, je pense qu'il faut déjà adresser ces questions-là au niveau du système éducatif. Merci. Très bien. En tout cas, on a fait le tour de la question. Voyez-vous, donc, à travers ce drame, on peut tirer quelques enseignements et essayer de faire des propositions à l'ensemble des autorités parties prenantes. C'est ce qu'on essaie de faire ici même, nos camarades, sur ce plateau. Imaginez donc une grosse baleine qui serait donc, qui aurait échoué justement aux abords d'un village. Eh bien, tout le monde vraiment serait content parce que c'est de la victuaille pour tous. Et nous, on a intitulé justement notre... dans l'eau. Oui, mais enfin, bien sûr, on doit se bien nourrir. sûr. Hein. Les baleines sont des espèces protégées. On doit se nourrir. Voyons, monsieur Broussard. Attendez, au Japon, vous savez, on mange beaucoup mais de... c'est pas normal. Bon, je viens, on ne dit pas que c'est normal, mais il faut régénérer, justement. Eh bien, le Japon est l'un des pays qui respecte le plus la régénérescence des baleines. C'est pas parce qu'ils les chassent, mais puisqu'ils ont besoin de moi. Donc, attention, les amis, les clichés. Donc, une fois qu'on a dit ça... Bah, bien sûr, mais une fois qu'on a dit ça, il faut pas... Enfin, moi, si j'adore un animal, je veux qu'il reste pour les générations futures. Ben, je veux dire, si on adore manger le mouton, qu'est-ce qu'on fait? On l'élève pour pouvoir le manger demain. Ben, voilà. Écoutez, alors donc, c'était donc une image, mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a un gisement qui est baptisé Baleine. Le lancement de la production on va dire, a été donné coup de pioche par le Premier ministre. Qu'en est-il vraiment des impacts sur le quotidien des Ivoiriens? C'est un sujet qu'on ouvre pour vous. Effectivement, comme André vient de le dire, le gisement Baleine, absolument. Voilà, c'est le nom du gisement. Rassurez-vous, et je voudrais dire aux Ivoiriens que c'est le plus grand gisement de pétrole jamais découvert dans le bassin sédimentaire ivoirien. Donc, initialement et principalement, il devrait avoir de très belles retombées dans notre économie. Qu'est-ce qu'il en est? On va donc parler de ce sujet-là. On commencera par vous, Daouda. Quand vous entendez, par exemple, que nous avons le plus grand gisement de pétrole jamais découvert dans le bassin sédimentaire ivoirien, vous vous dites, Dieu merci, on n'aura plus de problème de pétrole ni de gaz? Bon, je sais qu'on aura beaucoup de problèmes de pétrole jusqu'à ce qu'on commence la première production. Parce que là, je pense que pour tout automobiliste ou tout usager des transports en commun, on le sent tous. Mais déjà, c'est une très bonne nouvelle parce qu'on se rappelle bien qu'il y a un certain temps, quelques années en arrière, la Côte d'Ivoire était allée en procès avec le Ghana parce qu'on était dans un conflit, comment on appelle ça, pétrolier, qu'on a perdu. Mais aujourd'hui, Dieu ne fait rien pour rien. Finalement, on a notre gisement Baleine. On va prier Dieu que cela se passe bien, que les retombées et les impacts puissent aller éclabousser tout le monde. Je vais être trivial, mais sincèrement, je souhaite sincèrement que ça puisse aider la population et surtout que ça ne reste pas dans un certain microscope assez opaque.
Voilà. On reviendra sur ce Quand on a voulu microscope. solliciter Dieu et que, bon, finalement, on a une économie, hein, il va falloir à un moment être un peu concret. Edith, est-ce que vous croyez, quand vous entendez justement nos autorités se réjouir de la découverte, au-delà du fait que ça va apporter à l'économie du pays, etc., est-ce que vous y voyez une incidence sur le coût du pétrole pour la ménagère, hein, pour nos foyers? Déjà, dans toutes les communications qui ont été faites, c'est un point qui n'a pas été adressé. Et ça, c'est la question qu'il faut se poser parce que finalement, le lecteur, ce n'est pas uniquement le décideur ou l'autorité publique, mais c'est nous qui payons du carburant tous les jours et nous qui sentons une petite augmentation de 50 francs ou de 60 francs sur le carburant. Donc, pour l'instant, on n'a pas eu ces réponses dans cette annonce sur le gisement, sur la mise en service de ce gisement. Et je pense que c'est une question qui devrait être adressée parce qu'au final, oui, on a une capacité prévue pour 2027 qui peut aller jusqu'à 200 000 barils de pétrole par jour. C'est bien, on va rentrer certainement dans le top 10 d'ici quelques années des produits et des pays africains qui produisent le plus de barils de pétrole. Mais au-delà de ça, comme on le voit par exemple pour le Nigeria qui est à près de 1 million de barils de pétrole par jour en moyenne, on sent quand même que la variation des prix du pétrole tient compte également de la baisse ou des hausses sur le marché mondial. Mais pour l'instant, nous, ici, on ne le sent pas forcément. Lorsqu'il y a une baisse, et là, je vais donner, par exemple, une information, depuis près d'un mois, on sent une baisse on a une baisse au niveau du prix du baril de pétrole, du Brent. Aujourd'hui, je crois que le baril de pétrole, il est à 79,30 $. Au moment de l'annonce, donc le 30 septembre 2023, de l'annonce de l'augmentation du prix du carburant en Côte d'Ivoire, on était à 90 $. Donc, lorsqu'on a des baisses, Bon, donc on ne le ressent pas forcément. On va attendre de l'observer à la fin de Est-ce que ce ce mois, gisement dans 2 jours. va nous apporter cela? Oui, Dans mais 2 attends de jours. voir. Alors, Herman, justement, dans les propos recueillis ici dans l'article, on nous dit 70 000 tonnes métriques de gaz butane par an qui seront extraites donc, et qui vont servir les ménages et les entreprises, réduisant de facto notre dépendance vis-à-vis de l'extérieur. C'est une très bonne nouvelle. Oui, mais 2,5 milliards de barils de pétrole, hein, ça c'est, et 3,300 milliards de pieds cubes de gaz naturel associés. Donc je veux dire que c'est vraiment un gisement qui est baleine. Donc, mais elle a posé la question, est-ce qu'on ressent? On va ressentir cela. Et oui, puisque ça a été dit ici, le ministre l'a dit, notre dépendance vis-à-vis de l'extérieur va être réduite, oui, vous n'y croyez pas? Ça sera réduit. Ici, ce n'est pas le premier produit Made in Côte d'Ivoire qu'on a vu sur Tatié. Donc c'est ça son inquiétude. Aujourd'hui, le problème, les gens font des prévisions. Aujourd'hui, mais pourquoi ils ne nous sortent pas les prévisions qu'ils ont faites lorsque ça sera en production? Par exemple, si on se dit que lorsque ça va démarrer, on va réduire le prix du pétrole, puis on sera plus dépendant, on doit pouvoir quand même avoir des chiffres. Est-ce que c'est pas trop tôt? Des chiffres. Non, puisque comment on appelle la capacité de ce réservoir-là, on le connaît. C'est ce dont on parle. Donc, moi, je pense que c'est toujours des effets d'annonce. Souvent, toutes ces choses-là, c'est bien beau pour le pays. C'est vrai qu'on va ressentir ça dans les grandes infrastructures, que le citoyen lambda ne ressent pas tout de suite. Mais dans tous les cas, ça va améliorer le visage du pays. Juste une minute, Alain, pour vous terminer. Par expérience, par rapport à ce que vous observez, Edith en a parlé, est-ce que vous pensez vraiment qu'on peut afficher une sorte d'optimisme par rapport aux pays qui sont déjà producteurs? Est-ce qu'il y a une vraie corrélation sur le prix à la pompe? Bon, écoutez, je pense que déjà, il y a un point notable à souligner, c'est que la Côte d'Ivoire, effectivement, augmentera sa production de pétrole et de gaz. Le seul souci, c'est la quote-part du pays. Parce que généralement, la règle, c'est autour de 12%, 15%, puisque les entreprises, les multinationales qui investissent ne viennent pas pour faire de la charité. La plupart sont adossés à des États qui eux-mêmes soutiennent ces compagnies et trouvent l'argent auprès des institutions financières de Bretton Woods ou d'autres prêteurs. 12% pour la Côte d'Ivoire, ce sera peu? C'est très peu, puisqu'il s'agit de notre sous-sol. Mais ça, c'est un débat qu'il faudra peut-être un jour ouvrir, notamment au Parlement, pour que nous puissions rediscuter de ces accords qui datent parfois de la période post-coloniale. Accords signés au début des années 60 qui font que l'ex-puissance coloniale
est propriétaire du sous-sol de la Côte d'Ivoire. Donc on n'en est pas là, Alain. Quand même. Là, dans la pratique, c'est cela. C'est un Italien qui est... Oui, mais qui est adossé à l'État italien, qui doit aller emprunter de l'argent. C'est là où se joue la souveraineté. Oui, mais la souveraineté nationale se joue à tous les niveaux. Et on parle d'énergie. Celui qui maîtrise l'énergie, il a ce pouvoir également. Je voudrais revenir sur le point du ministre. Lorsqu'il avait annoncé l'augmentation des prix, rapidement, l'augmentation des prix du carburant, il avait précisé que s'il y avait des baisses ou des hausses donc, sur le marché international, on n'allait pas forcément le ressentir tout de suite. Sauf si le delta, donc l'écart, était suffisamment élevé. Donc là, j'ai dit 90 $ au moment, et là, on a 79 $, 80 $. Bon, certainement que si ça descend à 50, très bien. Peut-être qu'on baisse. C'est compris. Une chose est sûre, la Côte d'Ivoire, donc avec son partenaire Eni, donc se réjouissent les deux donc de cette exploitation qui va impacter, puisque Eni a investi près de 10 milliards de dollars US, donc on a autour de 650 milliards de qu'elle va essayer de récupérer. On espère Petrosi, bien sûr, qui est le bras armé de l'État de Côte d'Ivoire pour ces genres de projets. Voilà ce qu'on peut dire sur cette affaire de baleine. Pour terminer avec l'animal. Voilà. Alors, je pense que nous, on va faire une pause. Ouais. À tout à l'heure. Nous sommes de retour pour la deuxième partie de notre émission, le Grand Talk. On vous propose donc du lundi au vendredi, donc à partir de 19h, et puis avec le break qui nous a été offert par Sharon Camara. On vous retrouve pour la suite. Il y a un seul chiffre que vous devez noter, c'est le chiffre 6, que vous soyez sur la TNT ou sur le bouquet Canal+, pour retrouver donc Live TV ainsi que tous ces programmes, sans oublier nos autres relais sur les réseaux sociaux et bien sûr sur notre Live Play. Merci d'être avec nous. La suite avec notre très chère Christelle. Alors la suite, on va rentrer de pile poil justement dans la politique nationale. Ah oui, ça c'est toujours avec le président du FPI, Pascal Affi-N'Guessan, qui a estimé récemment, lors de sa présence justement au congrès du COJEP, qui a vu l'élection de Charles Blé Goudet, il disait que le pays vit dans l'apparence, dans une hypocrisie, n'est-ce pas, d'une trompeuse apparence de réconciliation. Alors, il a aussi... Ces mots sont assez durs. Ces mots sont assez durs et assez surprenants, puisqu'on sait bien le partenariat qu'il a avec justement le parti au pouvoir. On va essayer de décrypter, n'est-ce pas, cette sortie du président Pascal Affi-N'Guessan. Daouda, réaction. Bon, moi j'estime que c'est tout à fait normal. Affi-N'Guessan, c'est un homme politique qui est déjà de l'opposition, même si, comme vous l'avez si bien dit, ils ne sont pas en alliance avec le RHDP. Même si ça peut sembler l'être, mais c'est un partenariat. Et je pense que leur partenariat, on le sait tous, c'était dans le cadre des élections couplées municipales et régionales. Donc après cet épisode où on a vu Affi-N'Guessan lui-même, le baobab du FPI, perdre dans le Moronou, forcément il peut avoir des ressentiments. Mais au-delà de ça, comme tout homme politique qui est dans l'opposition, c'est à un moment donné, il faut pousser des coups de gueule, il faut envoyer des punchlines pour qu'on sache qu'on existe et qu'on est là. On a vu un Tidiam Thiam au PDCI qui est en train de venir en force, même s'il n'a pas encore parlé, mais ses supporters parlent. On a vu Blé Goudet faire son congrès avec ses punchlines. On a vu, comment on appelle ça, tous les partis politiques qui sont en branle, donc c'est normal. Donc pour vous, ça part de l'animation de la vie politique. C'est l'animation normale de la vie politique. Toussaint, dites-nous, est-ce que finalement, comme semble le penser Daouda, Affi-N'Guessan, il affiche là, avec cette sortie-là, résolument sa place dans l'opposition ivoirienne? Non, je ne pense pas que ce soit la meilleure des façons pour s'affirmer. D'ailleurs, de quelle affirmation parle-t-on? On sait tous que Affi-N'Guessan est l'une des personnalités clairement établies du paysage politique ivoirien. C'est plutôt l'expression d'une impatience par rapport à un partenaire politique qui a opté, quand on lit les propos de M. Pascal Affi-N'Guessan, pour une gouvernance qui laisse très peu de place aux libertés. C'est-à-dire? Voilà, emprisonnement d'opposants, arrestation, et puis surtout le fait que le dialogue politique n'est pas, enfin les résolutions n'ont pas été totalement appliquées. Maintenant, est-ce qu'il fallait le dire ainsi? Moi, je pense qu'il y a un cadre qui a été créé, déjà même au lendemain des élections municipales. M. Affi-N'Guessan et son parti ont rencontré les responsables du RHDP pour faire les évaluations nécessaires et puis, bon, peut-être faire un chronogramme. Il était même prévu qu'ils se revoient. Bon, s'il considère qu'il y a des insatisfactions,
il faut qu'il le dise, mais pas forcément sur la place publique. Et moi, je pense que c'est une faute qu'il a, enfin plutôt une erreur qui a été commise de sa part, parce que à la suite du partenariat politique, un certain nombre de militants du FPI sont dans des conseils municipaux, régionaux, etc. Cela pourrait mettre à mal la relation. En tout cas, créer le doute quand même sur la sincérité de la démarche. Parce que déjà, il va au COJEB, ce qui est bien, puisqu'il a des liens spéciaux avec Blé Goudé, il est avec Simone Gbagbo. Et au sein du parti présidentiel, on peut quand même s'interroger sur sa démarche, si ce n'est sur sa loyauté. Donc je pense que le moment est peut-être venu, peut-être de tirer les choses au clair, parce qu'arrive bientôt l'élection présidentielle. Erwan, impatience, coup de gueule, où il met à mal le partenariat qu'il a avec le parti au pouvoir par cette sortie que, justement, Alain qualifie de mauvaise sortie. Moi, tout cela confirme le fait qu'en politique, il faut éviter le mélange de genres idéologiques. Vous savez, Patrick Affi-N'Guessan, c'est quelqu'un qui est de gauche. S'essayer dans une alliance, même si avec des mouvements politiques, je dis de droite, ça peut passer, mais dans son fort intérieur, ça ne peut pas passer. Il faut quand même rectifier. C'est un parti libéral. C'est un parti libéral et il se positionne où comme parti politique? Non, ils sont à gauche ou à droite. Donc pour vous, déjà, cette alliance-là... Il faut éviter le mélange. Parce que les attentes de quelqu'un qui est militant de gauche ne sont pas forcément les mêmes attentes que quelqu'un qui est militant de droite ou du centre et autres. Dès lors que tu fais ce mélange de gauche, de gens idéologiques, forcément, à un moment donné, de façon ponctuelle, sur une situation, vous allez sembler vous entendre, mais dans ton fond intérieur, quand tu fais ton repli idéologique en train de penser à toi-même, ton action, aujourd'hui, ce que la gauche gagnerait à faire, et que tous ces partis politiques-là doivent savoir qu'à un moment donné, ils doivent se remettre ensemble et puis chercher à se positionner. Herman, allons-y rapidement, mais oui, la question c'est... Il faut qu'on puisse vous relancer. Oui, allez-y. Est-ce que vous pensez que c'était le lieu de le dire? Oui, mais c'est toute tribune. Alain estime que ce n'était pas le lieu. Oui, mais toute tribune, un politicien, il exploite toute tribune qui lui est offerte pour faire passer son message. Oui. Ça, ce n'est pas la première fois qu'un politicien le fait. Avant Edith, Alain veut vous répondre. Bon, moi, je pense que les choses sont claires. Une alliance, soit on y demeure, soit on la quitte. S'il n'est plus à l'aise dans l'alliance, il peut s'en aller vers ses amis de la gauche. Alain, qui te dit que ce n'est pas les prémices à un départ? Non, mais c'est ce que j'ai dit. J'ai dit si. Donc, il y a une condition. S'il estime qu'il n'a plus besoin de ce partenariat avec le parti au pouvoir, il faut qu'il l'exprime clairement, mais pas au profit d'une tribune. Vous pensez qu'il part bientôt? Mais le message est bien passé. Non, je ne sais pas. Je n'ai pas de boule de cristal. J'ai failli dire de cristal, mais voilà, boule de cristal. Mais je pense que clairement, la question se pose sur la nécessité, la stabilité de cette alliance-là. S'il n'est plus à l'aise, mais qu'il tourne la page. Edith, la question aussi, en écoutant Herman et Alain, tout ça, est-ce que justement la sortie d'Affi-N'Guessan est un problème soit de loyauté ou en tous les cas de respect d'un partenariat, ou c'est un conditionnement idéologique qui fait pression aussi sur lui? Comment vous lisez justement cette sortie? Non, moi je rejoins Alain. Je pense que c'est, je ne vais pas dire un dépit de partenariat qui est en train de flopper. Effrité. Mais ça a tout l'air. Parce que oui, utiliser cette tribune pour le dire, parce qu'on aime, on ne veut pas dire brandir l'étendard de la réconciliation. Les Ivoiriens, je pense, et au regard de ce qui se passe, je pense que les Ivoiriens sont passés à autre chose. Ils sont réconciliés entre eux. Mais lorsqu'il dit que nous allons proposer au RHDP l'organisation d'un séminaire national pour dresser le bilan... N'a-t-il pas le droit de faire des propositions? Non, il a le droit de faire des propositions. Mais je pense que c'est une relation, un partenariat qui certainement ne lui convient plus ou pour lesquels il faut revoir les termes, mais autant discuter directement avec son partenaire. Donc vous pensez que le cadre n'est pas le bon? Le cadre n'est pas le bon. Discuter directement avec son partenaire pour voir pourquoi certains éléments de ce partenariat, finalement, ne l'avantagent pas. C'est l'une des raisons. Daouda bouillonne en face de vous. Non, en fait, moi, ce que je veux dire à Edith, je pense que lors de la signature de leur partenariat, justement, la clé de voûte de tout ça, en fait, c'était la réconciliation. Mais finalement, si M. Pascal Affi-N'Guessan se rend compte que finalement, jusqu'à aujourd'hui, même si le dialogue politique, Alain et mais c'est pas la réconciliation.
S'il vous plaît, C'est quoi la Madame réconciliation? Bleu, s'il vous Elle m'a plaît. devancé. Oui, Donc, voilà, il mais c'est une termine. bonne question. Il Voilà. termine et puis on Parce voit. Voilà, que la si on réconciliation. estime Ça ne devrait aujourd'hui pas vous qu'il y a gêner. des crispations, il y a des gens qui sont en prison pour lui et que ces personnes doivent sortir et que malgré que d'autres personnes sont encore en prison, il y en a d'autres encore qui rentrent, pour lui ça pose problème. Mais n'empêche que ce partenariat-là, ça ne veut pas dire que je n'ai pas le droit de dire ce que je pense en tant qu'homme politique. Et c'est là où je rejoins Eman. Tout politicien prend n'importe quelle tribune pour s'exprimer sur la question et se faire entendre. Même quand c'est un partenariat? Même quand c'est un partenariat, D'accord. le partenariat, ça ne veut Il pas se dire que parle, c'est... justement. Mais Il dans se un parle. partenariat, Daouda, il se dans un parle, partenariat, on a le droit au moins de Vous dire ce exprimez qu'on très pense. bien, on l'a compris. Daouda, Edith m'a devancé, c'est quoi la réconciliation? On a l'impression que c'est un gros sac où on met tout comme un générique, étendard, un étendard. dans la pub Mais de qu'est-ce ministre qu'on de la devrait Réconciliation? comprendre justement par réconciliation? Non, Et mais- qu'est-ce qui pourrait faire que Monsieur Affi, le président Affi N'Guessan, estime qu'il y a une hypocrisie voilà, par rapport à certains points? Non, mais aujourd'hui, Christelle, regardez sur l'échiquier national. La moindre petite élection en Côte d'Ivoire est sujette à conflit. C'est parce que quelque part, les meurtrissures qu'on a subies depuis les années 90, en passant par les successions de coups d'État, finalement, mais les gens ont encore leur rancœur, qui n'ont pas encore leurs blessures internes, qui n'ont pas encore soignées. Pour moi, j'estime qu'aujourd'hui, selon lui, parce qu'Affi N'Guessan, ces plaies n'ont pas encore été soignées. Il faut pouvoir les soigner. Est-ce que c'est Très bien, vous terminez. le travail du seul gouvernement? C'est un travail qu'on doit tous collectif, faire oui. ensemble. Maintenant, moi, Mais je tout est pense question de volonté politique, M. Alain. mais je pense qu'elle existe de part et d'autre. Sinon, le gouvernement n'aurait pas fait quand même des gestes. Hein, je pense qu'on a tous été témoins ces 2 dernières années Il des y a eu beaucoup ouvertures de qui ont Jésuites. été faites. Moi, je pense que la principale revendication qu'il aurait pu émettre, c'était la reprise du dialogue politique, qui s'est arrêté à son round 5, et demander une évaluation à tous les partis, au gouvernement, au RHDP et à Je d'autres. pense que c'est ce qu'il a fait par Mais l'annonce de ce séminaire-là. il n'a pas. C'est Non, vrai? non, il a demandé un séminaire avec le proposé. RHDP, Oui. alors que le dialogue politique, c'est l'ensemble des partis politiques qui se réunissent pour faire une évaluation Justement, on a- sur les prisonniers politiques, sur les prisonniers d'opinion, sur le calendrier électoral, sur la CEI, etc. Parce qu'à moins de 2 ans, voilà encore une question qu'il faut aborder avec courage, notamment la Très bien, CEI. on va vous arrêter là, ne vous en faites pas. Évidemment, le sujet politique. C'était est toujours passionnant, André. C'était Vous très le savez, passionnant, en J'allais plus. vous La le dire. réconciliation, l'étendard, C'est- l'épouvantail. C'est tout aussi passionnant de parler justement de ces 16 jours d'activisme Exactement. contre les violences basées sur le genre. Elles sont nombreuses et ils sont nombreux à justement prendre leur bâton de pèlerin pour tenter d'attirer l'attention des uns et des autres sur le sujet. Elle est avec nous, c'est notre invitée, elle est journaliste, activiste féministe, Delors Nesmond, avec qui nous allons essayer de dialoguer et de comprendre justement l'ensemble des actions de l'organisation qu'elle dirige en matière donc de lutte contre les violences basées sur le genre. Bonsoir Nesmond Delors, j'aime bien votre nom, merci d'être là. Bonsoir. Christelle. Alors avec vous, on va donc parler de ces 16 jours d'activisme qui démarrent le 25 novembre de chaque année, qui finit le 10 décembre. Voilà, alors pourquoi 16 jours pour lutter justement contre les violences basées sur le genre? Je ne vais pas dire faites aux femmes, ce serait trop trivial, basées sur le genre. Justement, le titre même de la journée, sinon des 16 jours, il s'agit de lutter contre les violences basées sur le genre faites aux femmes et aux filles. Alors, ces journées ont été instaurées par la société civile dans les années 90. Pourquoi ces 16 jours? Vous voyez, ces 16 jours démarrent le 25, la journée internationale de lutte contre les violences basées sur le genre faites aux femmes et aux filles, et prennent fin le 10 décembre, qui est la journée internationale des droits humains. Donc, pendant ce laps de temps, il fallait prendre la parole pour les activistes, pour montrer les violences non seulement, mais également attirer l'attention, faire des plaidoyers et autres. Et l'ONU s'est approprié aussi cette journée, puisque maintenant, en parallèle, il y a l'initiative mettre fin aux violences faites aux femmes d'ici à 2030, qui coïncide avec ces 16 jours d'activisme. Et partout dans le monde, tout le monde célèbre, même au niveau national. André, permettez de rappeler qu'elle est présidente de l'ONG Opinion Éclair. Il était important de le signaler. Alors, elle est juste à côté de vous, Edith, hein, avant que vous avez... Je fais ça pour Edith parce que je sais qu'elle ne va pas réagir. Je pense que quand il y a une voix plus autorisée, justement,
C'est la voix d'Edith. Je vais m'effacer pour lui permettre de poser la question. Tu fais bien, tu fais bien. Non, rapidement, je voulais juste poser le contexte. Laure, quel est l'état des lieux donc, de la situation des violences basées sur le genre, sur les femmes, les petites filles et même les petits garçons? Alors, la situation, je vais dire qu'elle est catastrophique parce que les violences continuent malheureusement. Et le ministère de la Femme, donc les autorités ivoiriennes ont dressé récemment le bilan, donc les chiffres nous alarment. Je n'ai pas envie de me tromper sur les chiffres ici, mais les chiffres sont vraiment alarmants et chaque année, on interpelle. Et ces violences-là se passent... Delors, on assiste à une hausse ou une baisse? C'est un pic. Ça peut être alarmant, mais est-ce que on continue d'aller? Malheureusement. Et le constat, c'est que ces violences se passent généralement dans le cadre domestique. C'est ça. En tout cas, les différents cas qui sont rapportés, c'est plus dans le cadre domestique, le cadre professionnel, l'entourage, mais très souvent dans le cadre domestique. Et ces violences, ce sont de plusieurs ordres. On parle très souvent des violences sexuelles, du viol couramment, mais également les violences sexistes qui ne sont pas toujours démontrées parce que le harcèlement, parfois c'est difficile de prouver le harcèlement et ces propos sexistes qu'on tient dans l'espace public et même parfois privé qui sont d'une violence également parce que de manière psychologique, cela agit sur la personne qui est concernée. Quand une femme subit des propos sexistes, on pense que c'est juste anodin dans l'espace public, mais derrière, il y a une violence psychologique. On va aller dans l'exemple, parce que quand on dit par exemple, parole sexiste, il y en a qui ne comprennent pas. Voilà. Je vais déjà même la question de la participation politique des femmes, puisque le sujet antérieur parlait politique, donc pour faire la transition. Sur la question de la participation politique des femmes, lorsqu'elle est évoquée, tout de suite, il est mis sur la table une présomption d'incompétence des femmes. Et cette présomption d'incompétence-là les annule en fait. Ce qui fait qu'il y a un problème de confiance en soi qui se pose et les femmes ont peur d'oser parce que derrière, on a catalogué dans la société qu'elles sont incompétentes, qu'elles ne peuvent pas. Et donc, il y a une sorte de barrière psychologique qui s'installe. Et quand il y a une proposition, il s'est dit, mais c'est mieux qu'elle nomme pas. Parce et dans le milieu du travail également, est-ce qu'il y a des exemples dans le milieu du travail? Oui, les violences basées sur le genre se passent également dans le milieu du travail si on parle des propos sexistes. Moi, je demande un exemple de propos sexistes pour éclairer l'opinion, c'est très important. Oui, c'est très important. Par exemple, on parlait du milieu du travail. Dans le milieu du travail, c'est toujours cette présomption d'incompétence. On va vous dire, on ne peut pas donner cette tâche à une femme, que mieux vaut qu'un homme parte parce qu'il sera plus courageux, sans demander parfois même son avis. Et c'est malheureux. Ce sont des cas qu'on constate. Delors, Nesmond, vous avez juste à côté de vous un Iforchi, et je pense qu'il va nous le montrer encore. Alors, vous parlez justement de ces discriminations, mais c'est quand même lié à nos cultures aussi. Comment est-ce que vous arrivez à travailler quand on sait le poids de ces traditions? Et tout à l'heure, vous disiez que les femmes sont qualifiées d'incompétentes. Je ne pense pas que ce soit ça. Parfois, des femmes refusent même d'aller au combat politique en raison pour des raisons familiales, et puis il y a le poids de la tradition. Donc, je ne pense pas que c'est pour cela que j'ai aimé votre question quand vous avez commencé à parler de culture. Et c'est ce qui justifie justement l'engagement féministe. Je ne parle pas de féminine parce que nous, en tant que militantes féministes, nous nous attaquons aux préjugés patriarcaux, justement que vous appelez préjugés socio-culturels. Et de tout temps, lorsqu'on évoque la question des violences basées sur le genre faites aux femmes et aux filles, on nous met sur la table la question des traditions. Et il y a un livre qui a été bien écrit, Les traditions prétextes, de Constance Yahi, qui met en lumière justement ces prétextes et la tradition. On vous dira que l'homme, dans notre tradition, il ne va pas à la cuisine. Or, dans la même Côte d'Ivoire, dans le sud, je connais des ethnies où les hommes pilent le foutou. Tout à fait. Et donc, ce sont des prétextes savamment entretenus pour contrer la femme dans son développement. Et lorsque vous dites que souvent les femmes elles-mêmes, et ça c'est, on veut parler de l'autoflagellation, mais cette autoflagellation provient justement de ce système ambiant de patriarcat dans lequel elle évolue. Elle pense qu'elle n'est pas à sa place là. C'est ce qui fait que lorsqu'on verra une femme qui va prendre pleinement sa place, elle fera face également aux propos sexistes dans l'espace public. Parce qu'on ne l'attend pas là, parce que pour les uns et les autres, elle devrait être à la cuisine. Oui, alors dites-moi, honnêtement, là c'est 10 journées contre les violences basées sur le genre. Est-ce que vous avez des hommes aussi qui sont parfois objets des coups, qui subissent des violences de la part des femmes? Je voulais repréciser qu'il s'agit des violences basées sur le genre faites aux femmes et aux filles.
Il y a eu la journée internationale pour les hommes, après vous gérez. de l'homme, mais malheureusement, les hommes ne donnent pas eux-mêmes écho lorsqu'il y a leur journée. Mais ici, il s'agit des violences basées sur le... On n'a pas dit des violences faites aux femmes parce qu'il y a une nuance. Les violences de genre, parce que c'est lié au genre féminin, et ces violences sont liées à son genre. C'est de cela qu'il s'agit. Non, Herman, allez-y. C'est là justement ma question. Oui, On allez-y. dit violence basée sur le genre, mais vous faites, enfin, vous choisissez de faire aux femmes et aux petites filles. Est-ce que ce n'est pas là que commence la discrimination que vous reprochez généralement aux hommes? Pourquoi est-ce que le combat des féministes, leur activisme, c'est comme si l'homme n'avait pas... Tout à l'heure, Edith a bien fait de souligner qu'il y a des hommes quand même qui sont battus par leurs femmes. Alors moi, je voulais préciser que j'ai été invitée ici en raison des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre faites aux femmes et aux filles. Donc permettez-moi que mon énergie pendant ces 7 jours se concentre tout à fait, nous comprenons sur les femmes et les filles. Mais permettez cela d'abord. Ensuite, comme vous parlez d'ouverture, ce sont des débats qui peuvent se tenir. Parce que nous, au niveau de l'ONG Opinion Éclairée, nous parlons de département genre et féminisme, parce que nous abordons toutes ces questions dont vous parlez. La question des personnes en situation de handicap aussi, ce sont des groupes vulnérables. Les jeunes font partie des groupes vulnérables également, parce que parfois, ils n'ont pas accès à certaines opportunités. Mais ici, nous parlons des violences basées sur le genre, faites aux femmes et aux filles. Et nous, à l'ONG Opinion Éclairée, nous avons 4 recommandations. Je ne vais pas parler en termes de revendications, ce n'est pas un syndicat Ce sont ici. lesquelles? Alors, ces 4 revendications, nous insistons sur l'avortement sécurisé. En Côte d'Ivoire, il n'existe pas de loi pour l'avortement sécurisé. Oui. Or, on sait que les chiffres nous montrent que les avortements clandestins conduisent à la mort de plusieurs femmes. Et c'est une hypocrisie dans la société. Très bien, finissez votre phrase, c'est une hypocrisie. C'est une hypocrisie. C'est une hypocrisie, mais pourquoi je veux attirer votre attention? Est-ce que vous pensez que le fait de ne pas prendre une loi concernant l'avortement globalement, ça fait partie d'une forme donc de violence? C'est une violence psychologique et physique. Il faut savoir. Il s'agit d'une violence psychologique et physique faite aux femmes. Quelque part institutionnalisée, parce que c'est l'État qui n'a pas... Non, mais c'est que je veux... Mais sécuriser, bien sûr. Parce que l'avortement clandestin, je parlais d'hypocrisie, pourquoi? Parce qu'il y a des hommes qui nous suivent, ils se reconnaîtront, qui donnent de l'argent à leurs petits amis pour aller faire des avortements clandestins, puisqu'on ne peut pas aller... à l'hôpital comme ça, dire je suis venu pour un avortement, puisque c'est pas... Alors pour vous pensez que la femme devrait avoir le choix de décider si oui ou non? Oui, de décider, parce que justement, c'est ça, c'est tout ça, les effets néfastes du système patriarcal qui veut décider à la place de la femme. Très bien. Sur son corps. Permettez, elle va dérouler le deuxième point, et Alain Toussaint va réagir, parce que ça suscite quand même pas mal de débats. Et en même temps, pour rassurer Herman, vous pouvez initier une ONG pour défendre... les hommes peuvent initier une ONG pour défendre les hommes battus. C'est très bien. Si on veut participer au débat, on va le faire. Allons-y. Là, j'ai parlé de la question aussi des femmes de ménage. Femmes de ménage. Oui, parce que l'engagement féministe est intersectionnel et s'intéresse aux groupes vulnérables parmi les femmes. Même si les filles de ménage ne se réclament pas féministes, mais le féminisme, dans son essence, s'interroge sur le travail domestique de la femme. Et pense que c'est parce que dans la hiérarchisation de la société patriarcale, on a confié les tâches domestiques aux femmes et on pense que ce sont des tâches qui devaient se faire gratuitement. C'est pour cela qu'on néglige le travail domestique. Nous avons en Côte d'Ivoire, en 2014, une députée du nom d'Adjaratou qui a fait une proposition de loi et qui a créé un tollé. Une femme qui a pensé à ses petites sœurs, à ses sœurs, à ses Que disait cette proposition de loi? La proposition de loi Adjaratou, c'était pour améliorer les conditions de vie des filles de ménage, du travail domestique, mieux l'organiser. Et de 2014 à aujourd'hui, plusieurs actions des activistes ont été menées. Aujourd'hui, on a un syndicat qui existe pour défendre la situation des filles de ménage, ce qui n'existait pas. Mais il faut aller encore plus loin. La Côte d'Ivoire n'a pas encore ratifié la Convention 189 de l'OIT qui organise le travail de ménage des femmes. C'est pour cela que cela fait partie de notre deuxième point de recommandation, la ratification Alain, par vous voulez une petite interpellation juste avant de qu'elle enchaîne sur le troisième point? Moi, j'apprécie le travail que vous faites, en tout cas cette volonté que vous affichez, mais j'observe quand même quelques faiblesses. Déjà, sur la question de l'avortement, c'est un vrai problème de société, il faut en débattre. Donc, vous ne pouvez pas demander à l'État d'autoriser, de donner des moyens à des personnes qui souhaiteraient mettre fin
à la vie quand même d'un être humain. Ça, c'est un vrai débat de société, ce n'est pas le lieu. Maintenant, parce que là déjà vous faites de la discrimination, vous ramenez tout à la femme, etc., alors que les conditions de travail sont les mêmes. Quand vous prenez les filles de ménage, effectivement, qui ont des conditions de travail extrêmement difficiles, mais comparez-les aux conditions de travail des gardiens, ceux qui sont à l'entrée des résidences. Attendez, je vais juste terminer. Moi, je pense que votre engagement dénote quand même d'une certaine générosité. Mais il ne faudrait pas qu'elle soit, comment on dit, sélective. Il faut que vous fassiez un travail qui concerne l'ensemble de la population, surtout parmi celles qui sont... On va lui permettre de répondre. Vous savez, je sais que ici vous êtes de grands intellectuels, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous suis. Et le mot féminisme a pour racine femme. Le mot féminisme a pour racine. Donc la femme au cœur de la problématique. Maintenant, on n'empêche pas. Moi, je parle de l'humain. On n'empêche pas à d'autres personnes de s'engager. Il existe des organisations pour la défense des droits humains qui peuvent adresser de manière globale. Nous adressons de manière spécifique et de manière assumée la condition de la femme dans la société. Même si la question de la mort, permettez-moi de revenir. De l'avortement. De l'avortement, puisqu'il dit il s'agit je dis, on entretient vraiment une hypocrisie. Parce que le droit de la femme de disposer de son corps, ça c'est des grands discours, mais il y a quand même des principes humains. Parce que ce sont des hommes même qui ont des relations extra-conjugales, qui vont financer parfois des avortements clandestins. Et la mort des femmes, ce n'est pas un problème, pour vous. Parce qu'il y a eu des études quand même qui ont montré que les jeunes filles qui vont à l'école, les grossesses non désirées en milieu scolaire, les viols, l'inceste, l'inceste, on en a parlé. Et tout ça, justement, on condamne tout ça. Et même au niveau international, la Côte d'Ivoire s'est engagée au niveau de Maputo et autres sur les questions de la santé et de la reproduction de la femme. Et dans la sous-région, certains pays sont en train d'avoir des lois sur la santé de la reproduction. Et nous, en Côte d'Ivoire, la loi sur la santé de la reproduction... L'État n'a pas financé forcément cela. Il faut l'encadrer, il faut réfléchir. On parle de permettre... Attendez, tout le monde va pouvoir parler. Sécurisé, ça veut dire avortement à l'hôpital, dans des conditions, voilà. Donc, l'avortement autorisé, ça veut dire qu'on tue un bébé. C'est le droit de... Attendez, les amis, non. C'était un raccourci. S'il vous plaît, n'employons pas les grands mots. C'est un vrai débat, ceci. Il y a un vrai débat. Je souhaiterais, pour les grands mots tués, tout ça, on a dit, ici, il est question de sécuriser quelque chose qui sera évidemment contrôlé par l'État, etc. Donc, mais avançons là-dessus, sinon on ne va pas s'en sortir. Troisième point et quatrième point, et on va voir... Sur le troisième point, je vais revenir sur la question de la participation politique des femmes. On a apprécié que le fait que pour les dernières élections locales, il y a eu 30% de propositions sur les listes des partis politiques, mais cela n'est pas suffisant. Cela n'est pas suffisant. Il y a encore des mesures supplémentaires à prendre. Et au niveau, nous, c'est une recommandation que nous faisons aux partis politiques pour qu'en interne, ils puissent mettre en place des systèmes pour pouvoir encourager leurs femmes à former participer, les femmes et tout former au quatrième point. Et le quatrième point, il s'agit maintenant d'aller contre la communication sexiste dans l'espace public. Donc, nous faisons de la sensibilisation en faveur de la communication non sexiste dans l'espace public. Parce que lorsqu'on écoute souvent des émissions radio, télé, et qu'il y a des manières de rire, de rigoler autour de la question de la femme, on va parler sur les médias sociaux, des mères célibataires... Ça peut vous faire réagir, ça. Attendez, on vous a bien compris. Hein. Ça peut vous faire réagir, ça, parce que je vois que ça va créer une autre émission. Les mêmes regards qu'on accuse, qu'on recule chez l'homme, les mêmes regards lorsqu'on parle des hommes, sur certaines questions, les femmes aussi, elles ont ce regard. Très bien, les femmes aussi ont ce regard. Attendez, de l'ordre tout ça là, sur la communication sexiste dont elle parle. Réaction et elle termine son propos et on en a fini. Je ne sais pas si elle peut donner un exemple de communication sexiste. Alors, allez-y. Je veux dire, en termes d'image de la femme, si vous avez été sur les réseaux sociaux, par exemple sur Instagram, vous verrez que 90% des filles sont nues. Quasiment. Est-ce que ça, c'est la faute des hommes? Alors, mais je pense que nous sommes dans un débat. Voilà, donc si j'ai le sentiment que nous sommes dans un débat de personnes qui ne s'entendent pas. Parce que lorsque je parle de système, je parle d'un système patriarcal. Je ne suis pas venue ici pour dire les hommes sont ceci. Et dans le système patriarcal, il y a des femmes patriarcales. Il existe des femmes patriarcales. On parle d'inceste systémique, en fait. La question que nous abordons est systémique. Donc, c'est de manière holistique qu'il faut l'aborder. Il ne faut pas voir ça de manière homme-femme. En même temps, est-ce que justement le point d'Alain est très important? La nudité qu'on constate de plus en plus sur certains réseaux. Est-ce que vous abordez cela aussi dans votre... Alors,
Rapidement, elle terminer. répond. Sensibiliser les femmes à cela. Alors, sensibilisez? justement, moi personnellement, en tout cas au niveau de l'ONG Opinion éclairée, nous ne sensibilisons pas sur la question de la nudité Très bien. des femmes sur les réseaux sociaux. Elles sont libres. Elles sont libres de faire Très de bien. leur corps ce qu'elles a veulent. compris. Alors, Voilà. Elles je sont vais vous libres faire de une faire des- promesse de l'or, Nesbond, c'est que dans le cadre de ces 16 jours d'activisme, nous aurons une émission spéciale que nous allons ouvrir ici même, parce que c'est un vrai débat de société. Ils l'ont dit avec certains, avec des mots qui vous ont heurté, mais il est question vraiment, vos 4 sujets, je pense, devraient faire l'objet ici même Une émission d'un spéciale, vrai bien débat sûr. avec des auditeurs qui réagiraient, Donc, elle parce que pour reviendra. que la société ivoirienne, Qu'elle revienne. nos téléspectateurs évidemment, pour que la société ivoirienne comprenne que, évidemment, sur cette plateforme, nous permettons justement à tous d'évoquer des sujets qui parfois sont douloureux, qui culturellement peuvent être... Des traditions prétextes. pas Je vous invite à lire ce livre, cet essai de Mais moi, je vous Constance inviterai, pour Yahi, qui est terminer, très avant de laisser la riche. parole, voyez-vous, hein, je vais laisser la parole. Elle m'arrache même la parole. Bah oui, là, je l'arrache, là, parce Je vais qu'il est laisser là. la parole. Je vous inviterai aussi à lire Le premier sexe d'Éric Zemmour, qui parle justement... Zemmour, c'est de- pas, Ah c'est non, pas attendez. une référence. Non, c'est pas la question de la Il parle référence. de l'ouvrage. Je parle de l'ouvrage. Éric Le Zemmour pro- n'est Regardez pas le une message, référence. S'il vous par le plaît, s'il vous messager. plaît, on va y aller. On va y aller. Ça va heurter... Allez-y, On va y aller parce que là, on va Désolée. on va y Moi, aller. je vous Si les invite à ne pas présentateurs lire, ont du mal à justement. fermer, donc on va les Non, fermer. ça va tous. Non, heurter, non, Edith. il va fermer. Le problème, c'est que les femmes ne Regardez le laissent pas message par le finir. messager. C'est un débat, c'est ça le... Non, s'il vous plaît, Merci, messieurs, non, mais on a merci. terminé. Allez-y, Zemmour. Merci, on a terminé. Elle n'a pas voulu que je parle de Zemmour, mais en tous les cas, on vous recevra Zemmour, ici pour en parler. Ça, c'est clair. Merci Christelle. En tout cas, vraiment, continuons à mobiliser Merci, ensemble, merci sensibiliser, beaucoup, Laure. pour Alors, on mettre se fin aux retrouvera violences. demain, Ouais. à la même heure. On y va. Voilà, et pour une autre émission du Grand Talk. Bonsoir chez vous, que Dieu vous garde. Merci.